Alors, j'invite le premier présentateur, Jonathan Casabonne, étudiant à la maîtrise. Bonjour à tous. Je suis honoré de commencer et d'inaugurer cet axe sur cette période de digestion post-lunch. Et je pense que quoi de mieux pour commencer cet axe biodiversité que de parler d'une thématique qui, je pense, touche absolument tous les sujets de recherche qui se font actuellement au GREMA, qui est du coup l'aménagement forestier durable. J'ai décidé de commencer cette présentation en mettant cette phrase qui est tirée du livre Papa, maintenant du nouveau livre que Miguel a piloté, l'aménagement écosystémique en forêt boréale. Et même si cette phrase a été écrite en 2008, elle est plus que jamais d'actualité. Donc, qu'est-ce qu'elle raconte? Elle nous dit que les stratégies de mise en œuvre de l'aménagement écosystémique doivent être adaptées à la nature de la forêt et aux valeurs que l'on veut préserver. Alors cette phrase, elle nous fait réfléchir du coup, parce qu'elle nous incite à adapter nos pratiques civicoles à l'écosystème que l'on aménage, à l'instar des espèces forestières qui vivent à l'intérieur et qui elles-mêmes sont adaptées à leur environnement. Et au final, s'adaptent à leur environnement, et qui a pour but de réduire un petit peu l'écart entre les forêts naturelles et les forêts aménagées, dans un but de promouvoir la multifonctionnalité de la forêt boréale. Et cette thématique s'applique encore plus et d'autant plus importante dans les régions qu'on dit ressources, comme la MRC Abitibi, où on vient de manière active et intensive récolter le bois, notamment le bois de pin gris qui se trouve sur les esquerres. Alors je vous apprends évidemment rien que régime de feu, perturbation, l'une des principales perturbations dans la forêt boréale, mais chacune des espèces se régénère de manière du coup spécifique. Il y en a qui vont être adaptés au feu et d'autres non. Et il se trouve que le pin gris est dépendant du feu. Donc, si on est sur les esquerres dans une pinède grise, en fait, il va y avoir deux manières de se régénérer, d'une manière naturelle après feu, et une autre manière un petit peu plus artificielle via les plantations qui suivent généralement des coupes de protection et la régénération des sols. Mais le petit hic dans tout ça, c'est que ces peuplements qui sont aménagés du coup via des plantations, ils diffèrent en termes de structure d'âge, de composition et surtout de dynamique comparé aux peuplements naturels. Donc ça veut dire que l'aménagement par les plantations a le potentiel de tirer un petit peu ces peuplements naturels de pin gris en dehors de leur variabilité naturelle, en jouant sur la corde de la modification des habitats, qui est un corollaire direct d'une modification de la diversité biologique. Diversité biologique qui appelle diversité écologique, et des fonctions écologiques qui sont supportées par des organismes qui traditionnellement n'ont pas forcément été l'axe principal et le focus principal des axes de conservation de la diversité biologique, notamment les champignons qui font des ectomycorhizes. Alors pas de panique, qu'est-ce qu'une ectomycorhize? Vous allez voir, c'est très très simple. C'est une association entre un champignon qu'il y a dans le sol et une racine de plante, entre autres le pin gris, et c'est une association à bénéfice réciproque, c'est-à-dire que l'arbre va filer au champignon des sucres pour grandir, et le champignon en retour va filer à l'arbre de l'eau, des sels minéraux, et jusqu'à 80% de l'azote et du phosphore qu'il y a dans le sol, ce qui est énorme. En d'autres mots, le champignon, il fait l'épicerie clairement pour le pin gris. Et c'est pas peu dire de dire que si on enlevait ces champignons-là, le visage des pinettes grises sur les esquerres serait totalement différent. Et de temps en temps, ces champignons vont former des sortes de fructifications au sol qu'on peut voir en forêt et qui très souvent sont comestibles. Tout ce qui est chanterelle, bolé, matsutake, tout ça, c'est des champignons ectomycorhiziens. Et du coup, j'ai identifié une sorte de paradoxe dans tout ça, c'est que d'un côté, ces champignons-là sont une sorte de dénominateur commun un petit peu à tous les critères de l'aménagement forestier durable, mais d'un autre côté, on en connaît très très peu sur l'impact de l'aménagement, par exemple via les plantations, sur leur écologie. Et j'en viens donc à l'objectif de l'étude que je vais vous présenter aujourd'hui, qui essaye de faire un petit peu le lien entre ces deux, d'évaluer l'influence de l'aménagement forestier par les plantations sur l'écologie des champignons ectomycorhiziens comestibles qu'on retrouve sur les esquerres. Qu'est-ce que ça veut dire? Déterminer l'influence de l'origine du peuplement et des différentes classes d'âge sur la production de ces sporocarpes, donc fructification de ces champignons, et identifier les variables environnementales qui expliquent tout ça. Comment on a fait? On a récupéré des données qui ont été récoltées en 2006 par un ancien étudiant dirigé par Yves Bergeron, qui s'appelle David Manelli, et qui avait disposé 18 rangs secs dans des forêts, dans des peuplements de pin gris le long de l'esquerre Saint-Mathieu-de-Berry. Donc esquerre, donc sol pauvre en eau, pauvre en nutriments. Qu'est-ce qui pousse principalement là-dessus? Du pin gris régénéré naturellement par feu. Et donc du coup, c'est là où il y a de l'exploitation intensive, beaucoup de plantations, et les esquerres sont réputées pour avoir une bonne productivité, une bonne abondance de champignons ectomycorhiziens comestibles. Une partie de ces troncs secs ont été placés dans des peuplements donc régénérés naturellement par feu, et une autre partie régénérée artificiellement par les plantations, en essayant d'avoir une bonne représentativité des différentes classes d'âge au sein de ces différents types de peuplements.
Deux gros points ont été faits dans cet échantillonnage. Premier point, c'est de quantifier la production de ces champignons dans ces peuplements, avec 10 différentes placettes réparties le long du transect, et ensuite caractériser l'habitat là où ces champignons du coup poussent, en plaçant 30 points d'échantillonnage aléatoires. Pour la partie quantification du coup de ces champignons-là, le focus a été mis sur 5 espèces qui sont particulièrement abondantes dans les esquerres, qui sont comestibles, et qui en plus ont des valeurs culturelles et économiques très intéressantes. Par exemple, on a Matsutake québécois, chanterelle commune, le tricolome équestre, le bolet du pin et l'écailleux. Et pour la partie caractérisation de l'habitat, il y a 4 grands groupes de variables pour caractériser cet habitat qui ont été pris en compte, des variables dont on sait qu'elles vont changer avec les peuplements et qui sont connues pour évidemment influencer l'écologie de ces champignons. Une première partie du coup sur les peuplements avec l'ouverture de la canopée, nombre de tiges, surface terrière, une partie sur la végétation, pourcentage de recouvrement des espèces les plus abondantes, dont des familles du pin, des éricacées et la famille du bouleau, bétulacées, et également des variables au niveau du sol, différents types de couverts de mousse, lichen, litières de conifères, des litières mixtes, et également bois mort ou non, couvert de mousson également, et une partie sous le sol avec l'épaisseur de la couche organique, pourcentage de sable et d'argile, et le pH, du coup l'acidité qu'il y a dans le sol. Qu'est-ce qu'on a en bout de ligne au final? Si on regarde l'influence de l'origine du peuplement et de ces classes d'âge à l'échelle de la communauté formée par ces 5 espèces-là, on voit qu'il y a une partie de la communauté qui tend d'un côté à droite vers les peuplements régénérés naturellement par feu, et une autre partie qui tend vers les plantations. On a ce même cluster également pour les classes d'âge, où on voit qu'à droite également, on va plus vers les vieux peuplements, et à gauche, la communauté va plus vers les jeunes peuplements, ce qui paraît logique, puisque en l'occurrence, les vieux peuplements sont généralement ceux régénérés par feu, et là, en l'occurrence, les jeunes peuplements sont les plantations. Et ces petits sigles que vous voyez là, les 5, c'est nos 5 différentes espèces. Et leur position dans le graphe va montrer à quel point chacune d'entre elles va tirer la communauté vers un type de peuplement, par exemple, ou une classe d'âge spécifique. Et ce qu'on voit entre autres, c'est que le Matsutake québécois et la chanterelle commune semblent être associés à des peuplements régénérés par feu et donc plus vieux, d'un côté à droite, alors que les autres semblent plus du côté des plantations et donc des jeunes peuplements. Et pour essayer de comprendre un peu tout ça, on regarde comment ces variables environnementales, cet habitat, du coup, s'agencent dans cette communauté. On voit que les 4 grandes variables dans l'environnement qui expliquent ce patron qu'on observe, il y a le couvert en lichen au sol, le couvert en mousse, la litière en aiguille de conifère et le couvert d'épinacées. Et on voit 2 choses intéressantes de corrélation. À droite, le couvert en mousse et le couvert en pinacée qui semblent tendre et être corrélés avec la production du Matsutake québécois, du côté des vieux peuplements régénérés par feu. Et on a une très belle corrélation qui est juste en haut, on voit la flèche du lichen qui pointe directement vers l'île écailleux, du coup vers du côté des jeunes plantations. Et si on regarde à l'échelle du coup de l'espèce, en effet, on se rend compte que les 2 champignons qui ont une différence significative en termes de production de ces fructifications, c'est le Matsutake québécois et l'île écailleux, où on a le Matsutake québécois, où il y en a plus dans les peuplements régénérés par feu, et l'île écailleux qui est plus abondant dans les peuplements, donc dans les plantations. Par contre, à l'échelle de différentes classes d'âge, on a uniquement l'île écailleux qui a une production de sporocarpes qui est un peu plus grande, uniquement dans les classes d'âge de 20 à 40 ans. Et si on essaie de comprendre tout ça, de mettre tout ça en lien pour discuter un petit peu de la situation, au final, on voit que la production du Matsutake québécois entre les 2 types de peuplements est associé et corrélé avec le couvert donc en mousse, qui est plus grand dans les dans les peuplements régénérés par feu, et également du coup la production qui est corrélée négativement avec le couvert en aiguille de conifère qui est beaucoup plus grand dans les plantations. Pour l'île écailleux, on a les mêmes corrélations mais inverses, négative avec le couvert en mousse et positive cette fois-ci avec le nombre de tiges qui est beaucoup plus grand dans les plantations, ce qui n'est pas étonnant. Et ensuite pour les différentes classes d'âge, on a un patron un petit peu curieux. On voit donc que l'île écailleux, toujours pareil, corrélé avec le couvert en mousse, qui est plus grand dans les vieux peuplements, le nombre de tiges qui est plus grand dans les jeunes peuplements, et on a une sorte de corrélation qui s'installe, qui n'est pas significative, mais qui semble se dessiner avec la couverture de la canopée, ce qui n'est pas déconnant, puisque un plus grand nombre de tiges, du coup, plus grande densité, un couvert de la canopée un petit peu plus grand. Mais bon, un petit peu plus, on va dire, un plus grand échantillonnage aurait permis sans doute d'atteindre la significativité à ce niveau-là, mais on peut pas plus en dire. Et également avec le pH, mais ce n'est pas significatif. Donc en fait, on se rend compte, juste avec ces résultats très simples, très rapides, que l'origine et l'âge, en effet, ça a l'air d'influencer la production de ces sporocarpes à l'échelle de la communauté,
mais on a des réponses spécifiques à l'échelle de l'espèce, et avec une sorte d'effet un peu mixé entre le type de peuplement et la classe d'âge. Et donc on voit que l'aménagement forestier via les plantations peut changer en effet les peuplements et les habitats associés, ainsi que le type de champignons qu'on va y retrouver. Et le truc important à retenir de tout ça, c'est que cette étude, on regarde juste les fructifications des champignons, sauf qu'à quoi ça lui sert aux champignons de faire une fructification? Il fructifie pour balancer ses spores et se barrer ailleurs pour aller bouffer une ressource de coup plus loin. En fait, c'est une réponse au stress, une fructification, une réponse à des conditions qui sont défavorables. Donc ça veut dire qu'il y a un stress, mais ce stress, il se traduit aussi via les filaments qu'il y a dans le sol, qui supportent cette sorte de fructification, qui est que l'appareil reproducteur au final, mais c'est ce filament qui supporte toutes ces fonctions écologiques dont on a parlé au début. Okay, donc on est au-delà du visible et de cette comestibilité-là, vous voyez. Pour un pègris, lui, il s'en fout que sa chanterelle soit bouffée en risotto ou pas. Okay, pour lui, c'est vraiment un allié indispensable qui est à l'origine de sa durabilité. Donc en sachant tout ça, on peut du coup se questionner légitimement sur la pertinence de faire un aménagement forestier durable qui ne prend pas en compte justement les à tout jamais partenaires de vie de ces pins gris, et cela qui dure depuis des millions d'années. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jonathan.